qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux Et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour monsieur, tout d'abord merci de nous recevoir aujourd'hui afin de répondre à nos questions. Je m'appelle Estelle Hôtelier et je suis élève en 4e année au collège et école de commerce Émilie-Gour. Je vais tout de suite vous poser notre première question, qui est quels sont les droits que l'on applique en cas de lutte contre la torture? Oui, alors avant de commencer rapidement, je voudrais tout de même rappeler quelques faits d'évolution. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même le début du XIXe, en Europe même, la torture était non seulement admise, mais obligatoire comme partie de la procédure pénale. On a tout de même fait du chemin depuis lors, bien que je souhaiterais qu'on en fasse plus. Alors, à l'heure actuelle, vous avez un arsenal de règles juridiques et éthiques qui condamnent la torture. D'abord au plan national, des lois nationales naturellement, des lois pénales, et au plan international. Je commence là en soulignant l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a la première lancé cette formule « Nul ne doit être soumis à la torture ou à d'autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ». Et cette même formule, littéralement, a été reprise par tous les traités multilatéraux des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est une formule très importante et large, mais qui soulève évidemment de grands problèmes d'interprétation. Alors il y a tout de même un concept commun qui s'est dégagé de tout cet arsenal, minimol, un concept minimol. Donc il faut que ce soit une souffrance intense, prolongée, physique ou mentale, c'est très important, physique ou mentale, et administrée avec intention de nuire. Voilà. Vous allez dire, ça va pas très loin, mais à part ça, alors, beaucoup de questions se posent si on doit condamner seulement ou plus spécialement la torture faite par des fonctionnaires publics. On visait surtout le Chili de Pinochet à l'époque et ces choses-là, et aussi bien que le goulag, n'est-ce pas? On peut dire que c'est le concept commun qui est vraiment puni universellement. D'accord. Et quelles sont les procédures existantes pour combattre la torture? Alors, les procédures existantes sont aussi multiples, et la première, c'est tout simplement les rapports périodiques des États, faits par les États eux-mêmes, à un organisme international, l'ONU, le BIT, l'Organisation interaméricaine. C'est vraiment la technique la plus répandue. Et à l'ONU, vous avez ce qu'ils appellent en anglais UPR, c'est-à-dire la révision périodique par les pairs, n'est-ce pas, par les pairs. Bon, tout ça peut donner de bons résultats à une condition, c'est qu'à un moment donné, du processus, il y ait un pouvoir de décision de personnes indépendantes, des personnes qui peuvent être présentées par les gouvernements, mais qui n'agissent pas au nom de leur gouvernement. Et c'est le cas, le pionnier en l'espèce, c'est l'Organisation internationale du travail, mais également le Comité des droits de l'homme, qui est, pas confondre avec le Conseil, mais qui est l'organe du Pacte des Nations Unies, a aussi fait un bon travail dans ce sens. Merci. Et enfin, quels sont les mécanismes pour la protection des droits de l'homme au niveau international et comment ont-ils évolué? Et ça, c'est frappant de voir que dans la Charte des Nations Unies, vous n'avez absolument rien
qui donne mandat à l'organisation ou à son secrétaire général ou à qui que ce soit de faire des enquêtes. Vous le lisez demain, c'est seulement la promotion et pas la protection des droits de l'homme. Et les mots ont été choisis sciemment. Et puis, il faut dire que de 45 à au moins 65, rien ne s'est fait avec l'ONU. Et occasionnellement, il y avait, sous l'expression politique comme le comité du travail forcé, quelque chose qui apparaissait, mais enfin, il n'y avait pas de procédure de plainte établie, d'enquête, etc. Et puis, à partir de 65-70, il y a eu deux phénomènes sur lesquels j'attire votre attention et qui sont très importants. D'abord, la décolonisation, la venue d'énormément de nouveaux États membres des Nations Unies et du système des Nations Unies, qui ont été intéressés essentiellement par des choses comme la lutte contre l'apartheid, par exemple, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, comme chef du secrétariat d'une mission très, très intéressante, vraiment, et d'autres questions d'autodétermination en général. Donc pour ça, il fallait des procédures. Il voulait des procédures qui aient des dents, qui vraiment. Et donc les premières enquêtes véritablement avec témoins et plaintes ont été faites sur ces questions d'apartheid et de décolonisation, notamment pour les derniers soubresauts, les colonies portugaises, par exemple, le régime Smith en Rhodésie, etc., etc. Donc ça a donné un élan à l'ONU pour vraiment s'occuper de la protection et des droits de l'homme et pas seulement de leur promotion. Puis, essentiellement, sont venus les ONG en statut consultatif. Alors, les ONG ont eu un élan absolument extraordinaire et ont eu un rôle moteur depuis précisément cette époque, 65-70. Quel est le lien entre les deux choses? Eh bien, il est clair. D'abord, il faut saluer, et j'en suis membre, donc je le sais, la détermination, le dévouement et l'activisme des ONG, n'est-ce pas? Mais il a trouvé à se nourrir par le fait de la décolonisation. Comment? Parce que un très grand nombre de ces nouveaux États avaient une toute petite mission permanente, ils n'avaient pas les compétences suffisantes pour avoir le monceau de documents que leur envoie l'ONU chaque mois ou chaque année, et ils se sont fatalement reposés sur les ONG qui, elles, avaient étudié la question, n'est-ce pas, Amnesty International, ou Commission internationale de juristes, la Société anti-esclavagiste, Human Rights Watch, etc., etc., et avaient un dossier tout prêt qu'ils leur donnaient. Et donc, leur influence est en grande partie venue de là, bien qu'il y ait eu en même temps, évidemment, cette lutte incessante des ONG contre les États ou certains groupes d'États pour leur non-respect des droits de l'homme. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop embrouillé sur une question complexe. Je vous remercie. Et nous tenons encore une fois à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir apporté des réponses enrichissantes. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup.